Bonjour Jean-Baptiste Placas. Bonjour François Mazet. Nous parlons ce matin du dialogue politique national qui a accouché d'une petite rallonge en République démocratique du Congo. Joseph Kabila compte demeurer au pouvoir au minimum 16 mois après son dernier mandat qui prend fin le 19 décembre prochain. C'est ce que dit l'accord conclu en fin de semaine dernière entre le pouvoir et une frange de l'opposition que d'aucuns ne cessent de qualifier d'insignifiante. Alors que comprendre, Jean-Baptiste, que retenir d'un tel accord ? Il subsiste un troublant quiproquo entre la perception qu'en ont d'une part les protagonistes et de l'autre ceux qui s'y opposent et rejettent avec véhémence cet accord. Les premiers tentent de se convaincre qu'ils ont résolu un problème insoluble qui se posait à la nation, tandis que les seconds clament que ce dialogue laborieux a abouti exactement au résultat que subodoraient tous ceux pour qui les réelles motivations de la manœuvre n'étaient que le maintien de Joseph Kabila au pouvoir au-delà de son dernier mandat. L'horizon d'avril 2018, choisi nul ne sait trop sur quelle base, laisse la désagréable impression d'un terrain vague sur lequel l'on voudrait entraîner les Congolais avant de leur jeter à la figure une ultime surprise qui pourrait être une révision constitutionnelle entérinant le maintien au pouvoir du président Kabila ad vitam aeternam. Mais Jean-Baptiste, ne peut-on pas lui faire confiance et espérer qu'il s'en ira bien en avril 2018 ? Et pourquoi donc avril 2018 et pas mars ou décembre 2018 ou même plus simplement avril 2017 ? Un pouvoir qui veut inspirer confiance ne choisit ni n'impose des dates aussi lointaines pour rattraper ses propres erreurs. Hélas, lorsqu'un chef d'État en place depuis 15 ans éprouve le besoin de grignoter 15 mois de plus, il faut s'attendre à ce que cela ne lui suffise pas. Il savait, en se faisant élire puis réélire, que la présidentielle suivante devait être organisée à une échéance précise afin qu'il puisse le 19 décembre prochain passer la main à son successeur. Au regard de la Constitution, le pouvoir est seul en faute ici. Et en démocratie, une faute aussi grave dont on est soi-même le bénéficiaire s'apparente à ce que l'on appelle dans certains pays la haute trahison. Barack Obama n'aurait pas pu aux États-Unis créer les conditions pour que les élections ne se tiennent pas en novembre 2016 et convoquer ensuite un dialogue national pour entériner tout cela dans le but évident de rester au pouvoir au-delà de janvier 2017. Il finirait au minimum devant un grand jury. François Hollande ne pourrait pas se permettre, en France, de différer sensiblement, pour quelque raison que ce soit, la présidentielle de 2017. Il s'exposerait à une condamnation pour haute trahison. Le Premier ministre britannique, pas plus que la chancelière allemande, Angela Merkel, ne s'autoriserait ce genre de manquement intéressé. Oui, mais Jean-Baptiste, on pourrait vous objecter qu'il s'agit là de pays développés, de pays occidentaux. Mais est-ce que cela peut marcher pour l'Afrique ? Le Premier ministre de Sao Tomé et Principe, ou celui du Cap-Vert, n'oserait pas cela non plus. Pareil pour les présidents du Botswana, de la Tanzanie. L'ex-président Boni Yayi du Bénin en a été soupçonné, mais ne l'a pas osé. Alors oui, il ne sert à rien de crier Obi et Torbi que la RDC est une démocratie si quelques individus peuvent s'y cramponner au pouvoir et s'autoriser d'interminables prolongations sous couvert d'un dialogue avec une opposition réduite à sa plus simple expression. Il ne suffit pas pour ses promoteurs de dresser des colonnes d'apothéose en l'honneur de ce dialogue national pour en faire un grand moment de démocratie. Et Vital Kamerhe doit être bien mal dans sa peau d'unique rallié, car certains le percevront forcément comme l'enfant prodigue du kabylisme qui revient au bercail pour décrocher à bon marché un poste de Premier ministre. Le fait qu'il ait appartenu à cette famille politique dans un passé pas si lointain affaiblit encore un peu plus l'accord auquel il est parvenu avec le pouvoir. Il est une bien maigre prise comme opposant et est probablement la meilleure illustration de l'échec de ce dialogue boudé par les vrais opposants, par l'Église catholique, par la société civile et qui n'est soutenu au fond que par la seule union
africaine. Edem Kodjo, lui, devra attendre avril 2018 pour savoir si son honneur est sauf ou s'il s'est rendu complice d'une manœuvre dont le but, dès le départ, était de contourner la Constitution pour perpétuer un régime pour le moins contesté et même rejeté par les Congolais. Alors oui, il ne sert à rien de crier Obi et Torbi que la RDC est une démocratie si quelques individus peuvent s'y cramponner au pouvoir et s'autoriser d'interminables prolongations sous couvert d'un dialogue avec une opposition réduite à sa plus simple expression. Il ne suffit pas pour ses promoteurs de dresser des colonnes d'apothéose en l'honneur de ce dialogue national pour en faire un grand moment de démocratie. Et Vital Kamerhe doit être bien mal dans sa peau d'unique rallié, car certains le percevront forcément comme l'enfant prodigue du kabylisme qui revient au bercail pour décrocher à bon marché un poste de Premier ministre. Le fait qu'il ait appartenu à cette famille politique dans un passé pas si lointain affaiblit encore un peu plus l'accord auquel il est parti aussi lointaine pour rattraper ses propres erreurs. Hélas, lorsqu'un chef d'État en place depuis 15 ans éprouve le besoin de grignoter 15 mois de plus, il faut s'attendre à ce que cela ne lui suffise pas. Il savait, en se faisant élire puis réélire, que la présidentielle suivante devait être organisée à une échéance précise afin qu'il puisse le 19 décembre prochain passer la main à son successeur. Au regard de la Constitution, le pouvoir est seul en faute ici. Et en démocratie, une faute aussi grave dont on est soi-même le bénéficiaire s'apparente à ce que l'on appelle dans certains pays la haute trahison. Barack Obama n'aurait pas pu aux États-Unis créer les conditions pour que les élections ne se tiennent pas en novembre 2016 et convoquer ensuite un dialogue national pour entériner tout cela dans le but évident de rester au pouvoir au-delà de janvier 2017. Il finirait au minimum devant un grand jury. François Hollande ne pourrait pas se permettre, en France, de différer sensiblement, pour quelque raison que ce soit, la présidentielle de 2017. Il s'exposerait à une condamnation pour haute trahison. Le Premier ministre britannique, pas plus que la chancelière allemande, Angela Merkel, ne s'autoriserait ce genre de manquement intéressé. Oui, mais Jean-Baptiste, on pourrait vous objecter qu'il s'agit là de pays développés, de pays occidentaux. Mais est-ce que cela peut marcher pour l'Afrique? Le Premier ministre de Sao Tomé et Principe, ou celui du Cap-Vert, n'oserait pas cela non plus. Pareil pour les présidents du Botswana, de la Tanzanie. L'ex-président Boni Yayi du Bénin en a été soupçonné, mais ne l'a pas osé, demandant au résultat que subodoraient tous ceux pour qui les réelles motivations de la manœuvre n'étaient que le maintien de Joseph Kabila au pouvoir au-delà de son dernier mandat. L'horizon d'avril 2018, choisi nul ne sait trop sur quelle base, laisse la désagréable impression d'un terrain vague sur lequel l'on voudrait entraîner les Congolais avant de leur jeter à la figure une ultime surprise qui pourrait être une révision constitutionnelle entérinant le maintien au pouvoir du président Kabila ad vitam aeternam. Mais Jean-Baptiste, ne peut-on pas lui faire confiance et espérer qu'il s'en ira bien en avril 2018 ? Et pourquoi donc avril 2018 et pas mars ou décembre 2018 ou même plus simplement avril 2017? Un pouvoir qui veut inspirer confiance ne choisit ni n'impose des dates. Bonjour Jean-Baptiste Placard. Bonjour François Mazet. Nous parlons ce matin du dialogue politique national qui a accouché d'une petite rallonge en République démocratique du Congo. Joseph Kabila compte demeurer au pouvoir au minimum 16 mois après son dernier mandat qui prend fin le 19 décembre prochain. C'est ce que dit l'accord conclu en fin de semaine dernière entre le pouvoir et une frange de l'opposition que d'aucuns ne cessent de qualifier d'insignifiante. Alors que comprendre, Jean-Baptiste, que retenir d'un tel accord ? Il subsiste un troublant quiproquo entre la perception qu'en ont d'une part les protagonistes et de l'autre ceux qui s'y opposent et rejettent avec véhémence cet accord. Les premiers tentent de se convaincre qu'ils ont résolu un problème insoluble qui se posait à la nation, tandis que les seconds clament que ce dialogue laborieux a abouti exactement